grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. La crise sécuritaire a facilité la vente et la circulation des armes à feu dans le pays. C'est ce qui ressort du rapport des Nations Unies paru le 10 juin dernier. Le document fait état de vente d'armes de type AK à seulement 450 000 francs CFA. Ce commerce illégal est dénoncé dans les régions du Nord, notamment à Tombouctou, Gao et Ménaka. Selon des témoignages, cette situation s'est d'ailleurs beaucoup plus accentuée avec le processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, car pour en bénéficier, il faut d'abord déposer une arme auprès de la Commission. Comment venir à bout donc du commerce illégal d'armes dans le pays? On en parle avec trois invités. Jack Tangara du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Fatoumata Maïga, présidente de l'ONG des femmes pour les initiatives de paix en abrégé AFIP. Amadou Maïga, président du réseau national d'action sur les armes légères au Mali. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je rappelle que cette production s'inscrit dans le cadre du projet Prévention de violences et médias de la Fondation Hirondelle avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. 25 journalistes de 7 pays y participent, dont 2 de Studio Tamani. Nous commençons donc cette émission avec un reportage de Khalifa Gouita sur cette vente d'armes dans le pays. Ce commerce illégal d'armes est dénoncé au Mali dans les régions de Gao, Tombouctou et Ménaka. Selon le document, des acheteurs se procurent des fusils d'assaut de type AK à $750, soit environ 450 000 francs CFA. Le document indique que des pistolets fabriqués localement aux mitrailleuses françaises et turques de contrebande garnissent ce marché illégal. Pour lutter contre le fléau, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes recommande aux pays du Sahel de redoubler d'efforts. Il s'agit notamment de la collecte des données sur le trafic d'armes à feu et améliorer la compréhension des flux nationaux et transnationaux. Alors que le réseau national d'action contre la prolifération des armes légères au Mali impute cette situation au non-contrôle d'une bonne partie du pays par l'État. Ces responsables déplorent aussi un manque de moyens de la Commission nationale dont la présidence est assurée par le ministère de la Sécurité. Par ailleurs, le réseau dénonce la responsabilité partagée de l'ONU au même titre que le Mali du fait de sa présence dans le pays depuis plusieurs années. Alors, Amadou Maïga, vous venez d'écouter ce reportage sur le récent rapport des Nations Unies sur le commerce illicite d'armes dans le pays. Est-ce que ce document montre-t-il la réalité sur le terrain? Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce sujet. Dire que ce document reflète la réalité sur le terrain, ce n'est ni faux ni vrai. Ah bon? Oui. Expliquez-vous. Parce que les armes circulent en abondance. Mais maintenant, est-ce que ce sont ces armes-là, donc on parle AK-40 450 qui circulent, ça c'est autre chose. Mais les armes circulent en abondance. Et l'accès aux armes aujourd'hui n'est pas très compliqué. Maintenant, affirmer que c'est dans la région de Gao, Tombouctou, Ménaka seulement, peut-être qu'ils n'ont pas poussé les investigations. Les armes circulent ailleurs, plus que là-bas, sur le territoire. Monsieur Tangara, vous venez d'entendre Monsieur Maïga tout à l'heure. Alors, qui peut détenir une arme? Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Selon la nouvelle loi qui régit les armes et les munitions en République du Mali, seuls les porteurs d'uniformes sont autorisés à porter les armes. Mais ce même document dit que un civil, en cas de besoin, peut chercher à porter une arme, mais à condition que la personne remplisse certaines conditions. Lesquelles? Et ces conditions sont les suivantes. Maintenant, la première des choses, il faut avoir une autorisation de port d'armes. Non, une autorisation d'achat d'abord. Une autorisation d'achat, maintenant, tu fais une demande adressée au gouverneur. Maintenant, si c'est des armes automatiques, la demande est adressée au ministre de la Sécurité.
OK. Maintenant, pour ça, les pièces à fournir sont les suivantes. Il faut avoir une nationalité malienne, être résident au Mali. Et puis, tu formules la demande, les raisons qui te motivent à chercher l'arme. Maintenant, tu motives ça dans la demande. Maintenant, après l'analyse de ces différentes pièces-là, maintenant, ils vont te délivrer une autorisation d'achat. Quand tu as l'autorisation d'achat, maintenant, vous avez 6 mois pour pouvoir se procurer d'une arme. Maintenant, après, tu vas avoir un vendeur agréé. Tu achètes l'arme. Après l'achat, tu amènes la facture et l'arme en question pour qu'on puisse te délivrer le permis de port d'armes. Maintenant, pour compléter, il faut que les armes sont catégorisées en 4. Il y a 4 types d'armes. Maintenant, les armes de première et de deuxième catégorie sont autorisées d'être portées par les civils. Maintenant, la 4e catégorie, ça c'est les armes de guerre, que seulement les porteurs d'uniforme sont autorisés à détenir les armes de 4e catégorie, qui est, comme on appelle, les armes de guerre. Alors, Fatoumata Maïga, entendre Jacques Tangara pour porter une arme, c'est bien structuré. Est-ce que, selon vous, il existe aujourd'hui un commerce illicite d'armes dans le pays? Merci beaucoup, Madame Maïga. Je confirme les dires de M. Tangara, parce que j'ai eu à travailler au bureau des armes et munitions du gouvernement du district de Bamako, qui était beaucoup plus poussé. Je suis un peu surprise d'en prendre que 6 mois. Sinon, avant, c'est tout un système, hein, parce que il faut même passer chez le médecin. Il y a un contrôle psychologique, psychique, pour voir si la personne ne développe pas des troubles. Et ça, ce n'est pas très facile. Ça veut dire qu'il y en a qui déposent jusqu'à la fin de leur vie. Le contrôle ne finit pas. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui précède. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, il y a de la circulation d'armes. Les armes circulent. Seulement cibler les 3 régions m'a un peu surprise, même quand j'ai été saisie avant-hier. C'est un problème qui doit être géré de manière globale au niveau national, aussi bien qu'au niveau régional. Monsieur Maïga, comme vous l'avez ébauché dans vos propos, il est mentionné dans le rapport, bien sûr, que les régions de Tombouctou, Gao et Ménaka sont les plus touchées. Vous étiez surpris de l'entendre. Alors, qu'en est-il de la situation dans les autres régions du pays? Oui, en fait, les armes circulent dans tout le Mali. Dans tout le Mali, les armes circulent. Mais la spécificité de ces régions citées est que aujourd'hui, elles constituent le centre de gravité de tout ce qui se passe par rapport à enlèvement, par rapport à des routes. Oui, l'accès des armes, c'est facile là-bas, c'est vrai. Alors, les autres régions, ça circule. Mais ces 3 régions-là, en réalité, c'est quoi? J'étais en pleine émission avant-hier, quand quelqu'un est arrivé de Gao, il m'a pris le téléphone, je parlais justement sur la route Sévaré-Gao. Il m'a dit, attention Amadou, Gao-Gossi maintenant, il faut faire, quand tu quittes Gao 8 heures, il faut passer la nuit à Gossi. Je parle sur le contrôle des auditeurs. Et tu passes la nuit à Gossi, tu quittes le lendemain matin, tu passes la journée à Hombori, et tu quittes là pour aller passer la nuit à Sévaré. Mais il me dit, c'est pas ça le problème. La route dont tu parles là, il n'y a pas de route. Ce qui se passe, c'est que vous déviez, vous êtes dans la brousse, subitement vous êtes arrêté par 2 ou 3 personnes armées en Kalachnikov, comme vous venez de le dire. On vous dépouille, on dit au chauffeur, disparaît rapidement. Si vous ne disparaissez pas, on brûle le bus. Vous comprenez? La spécificité de ces 3 régions, c'est ça. C'est que quand tu vas à Ménaka, on te dit il faut aller à Tidermen, c'est pas facile. Donc, si je vous comprends bien, la spécificité de ces 3 régions-là, c'est l'insécurité. Globale, totale, complète, à tous les niveaux. Et c'est cette insécurité qui favoriserait également la vente d'armes? Mais bien sûr, cette insécurité favorise tout parce que, d'abord, comme elle l'a dit, ce n'est pas contrôlé. Hein. Il y a l'accès est facile, les frontières sont poreuses et le caractère asymétrique fait que tout est possible. Le caractère asymétrique fait que tout est possible. Et les armes circulent, ça c'est vrai. Et tous ceux qui font ces attaques, tous ceux qui enlèvent, mais il n'y a pas une semaine on a enlevé quelqu'un à Gao, il a payé combien? 100 millions pour être libéré. Et pourtant c'est le matin qu'il partait. Ça c'est à Gaoville.
Donc, ce qui se passe à Ménaka, dans les confins de Ménaka, vers les 3 frontières, à Tombouctou, c'est pire. Ils ont raison, il y a l'insécurité. Mais ce n'est pas que dans ces 3 régions seulement, comme elle l'a dit. Non, on peut avoir accès aux armes, même ici à Bamako. Même ici à Bamako. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, comment on a accès aux armes? C'est ça la question. Le rapport qui cite ça là ne cite pas comment on va. Il a juste Alors, avez-vous une idée de comment on a accès aux armes dans le pays? Mais c'est le trafic. C'est le trafic qui se fait à tous les niveaux. C'est le trafic qui se fait à tous les niveaux. Souvent, ce n'est pas les fabricants d'armes qui vendent les armes. Les fabricants d'armes là sont en train de chercher à être reconvertis. C'est ça. Mais cette catégorie d'armes qui n'est pas autorisée à être portée par celui qui n'est pas autorisé par la loi, lorsque tu trouves ça, c'est peut-être dans les rangs des terroristes. Elle circule, hein, mais avoir ça aussi facilement comme le rapport le dit, je ne le crois pas. C'est pas facile d'avoir. Parce que pour intégrer, là, on vous dit d'apporter les armes qu'on donne, ce n'est pas des Kalachnikov comme ça. Non, non, non. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment les armes circulent? Ça, c'est le grand point d'interrogation, parce que la situation qu'on vit au Mali aujourd'hui, c'est une situation asymétrique. Vous savez, les indicateurs, celui il est riche, celui-là il a les armes, tout ça là. Mais c'est nous. C'est nous, ça veut dire que ça peut être moi. Je suis avec nous 3, on mange, on dort ensemble, mais en réalité, je suis celui qui indique aux terroristes, celui qui indique aux trafiquants, allez-y par là, eux ils en ont besoin, eux ils veulent l'acheter, lui il est riche. C'est ça la catégorie, c'est pourquoi on n'arrive pas à bout. C'est ça la réalité. Monsieur Tangara, comment se fait donc le contrôle des armes, sachant qu'il y a une bonne partie, comme Monsieur Maïga vient de le dire, une bonne partie du territoire qui n'est pas sous le contrôle de l'État aujourd'hui? Non, nous avons des services spécialisés dans ce domaine-là. Mais la mission du secrétariat permanent, le contrôle fait partie aussi des missions du secrétariat permanent. Mais nous suivons la mise en œuvre des accords et des traités que le Mali a signés ou bien ratifiés au niveau international. Maintenant, nous travaillons aussi dans le cadre de la sensibilisation. Parce que dans ce contrôle-là, il y a beaucoup d'insuffisances. Maintenant, nous travaillons à sensibiliser et puis donner des informations pour qu'on puisse corriger ces insuffisances-là. C'est pourquoi, il y a de cela quelques mois, nous avons mené des campagnes de sensibilisation au niveau de certaines frontières pour parler des dangers de la prolifération et du commerce illicite des armes. Et lors de ces sensibilisations aussi, nous faisons des échanges, hein, des rencontres avec la population pour recueillir les informations et les problèmes que les populations et la communauté vivent au niveau de ces différentes frontières-là. Mais est-ce que dans votre travail de sensibilisation, vous avez cas des personnes qui viennent volontairement déposer des armes? Beaucoup. Que ce soit au nord, par exemple à Gao, que ce soit dans la première région, la région de Caille. Même l'année dernière, dans la commune de Tafasirga, la communauté a fait un dépôt volontaire de plus de 300 armes. Et ça, c'est toute la communauté d'une localité de Tafasirga qui s'est levée pour aller volontairement faire, après une séance de sensibilisation. Maintenant, ces populations, la communauté là aussi a demandé si on pouvait les appuyer. Et nous avons dit que nous, on ne fait pas maintenant, on fait d'appui. On n'a pas de projet individuel, mais nous avons des projets communautaires. Maintenant, c'est suite à ces dépôts-là que ils avaient demandé une banque de céréales. Maintenant, à travers l'appui comment on appelle du PNUD. Le PNUD nous a appuyés pour qu'on puisse créer ces banques de céréales dans la commune. À vous entendre dire, c'est que vous ne donnez plus, disons, un gain à des personnes qui viennent déposer des armes. Avant, c'était armes contre argent. Contre argent. Voilà. Mais actuellement,
c'est des projets communautaires et non des projets individuels. Monsieur Maïga, pourquoi ce genre d'initiative? Est-ce que ce genre d'initiative, vous avez eu vent de ça et que ça marche réellement, ce que monsieur Tangara vient de dire? Oui, tout à fait. Ça marche. En fait, ça, c'est les projets communautaires contre les remises volontaires. En réalité, avant, c'était remettre l'arme contre quelque chose, pour ne pas que le propriétaire de l'arme reste bréduit. Ça s'est fait en pagaille. Depuis, nous, on a participé à ça plusieurs fois. On a passé des nuits à Tamada, Chandrambukan, des nuits à Tombouctou, en clair de lune. Et là, on remettait vraiment les armes et on les brûlait. J'étais là. Maintenant, aujourd'hui, on a changé de système. Nous, en tout cas, en sensibilisant, nous, on dit aux gens, remettez les armes et c'est sûr qu'on va vous donner des projets. Ce système-là marche parce que le projet profite à la communauté. Mais je vous dis, les gens sont hostiles à ça. Moi, j'étais à Gao récemment avec d'eux, mais ils nous ont dit carrément, mais écoutez, regardez l'arme là, il brandit l'arme. Cette arme là, nous, on l'a achetée pour vivre avec. Vous croyez que moi, je vais donner mon arme que moi, j'ai achetée pour une communauté? Est-ce que la communauté me connaît? Ça, c'est pour accentuer sur la difficulté. Et celui qui me parlait, celui qui nous parlait comme ça, c'était à Gao, hein, je suis de Gao, je le connais physiquement, il ne prend pas mon nom. Amadou Tikura, tu sais comment on a eu cette arme-là? Communauté, ça c'était avant, maintenant là, c'est chacun pour soi. Et pour mettre l'accent sur le fait que les armes circulent, ils disent non, les armes sont là. Nous, on sait où les acheter. Les armes circulent, monsieur Magué. Qui sont les vendeurs de ces armes-là? Ah, ça c'est le grand point d'interrogation. D'abord, il faut comprendre que la crise libyenne dont tout le monde parle, ça c'est une réalité. Mais la crise libyenne de 2000, s'il te plaît. Ok, allez-y. Mais attendez, plus d'une décennie, mais ça augmente. C'est le terrorisme, c'est le vagabondage, c'est le vol, c'est la mafia. Mais plus d'une décennie, on enlève les gens, non? On coupe les routes, non? On fait déplacer les gens, non? C'est parce qu'ils ont des kalachnikovs. S'ils ne sont pas armés, même vous, excusez-moi, femme, quelqu'un qui vient, il veut vous sortir de votre maison, s'il n'est pas armé là, c'est juste le bâton là, mais tu vas prendre ton seau ou bien tu prends quelque chose. Mais quand c'est une arme, les armes circulent et il y a des complicités inouïes qu'on ne peut pas dire, en gogo. Et il y a même des ramifications en dehors même du Mali, des frontières. Ça existe, c'est vrai. Et les armes circulent, c'est vrai, les armes circulent au Mali, mais les armes circulent surtout dans cette zone-là. Il y en a. Madame Maïga, je reviens avec la même question. Qui sont les vendeurs de ces armes-là? Ça circule à gogo, ça circule beaucoup dans les régions du Nord. Mais qui sont les vendeurs? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'ils ont un visage? Merci beaucoup. Vous savez, la vente des armes, généralement, le visage n'y est pas. Mais le circuit est connu. Quand vous prenez le cas du Mali, prenez les pays du Golfe, les pays qui sont sortis de la guerre, Libéria, Sierra Leone, la Guinée-Bissau qui n'a jamais été stable et qui a fait une guerre de libération. Ces armes n'ont pas été détruites ni... Vous prenez la Guinée, tout près, qui est une filière porteuse de trafic d'armes vers le Mali. Vous prenez le cas de la Libye. On me dira que la Libye ne fait pas frontière avec le Mali. Le guide libyen a fait de sa politique super armée la Libye. Malheureusement, quand l'OTAN a fait tomber le président, ils n'ont pas géré cette situation. Et on est victime de cela autant que eux. Il y a la très grande frontière avec la Mauritanie, qui n'est pas du tout surveillée. Mais ce que je dis, et je reviens là-dessus, c'est la légèreté même de certaines populations à Bamako. Parce que chaque fois qu'il y a eu coup d'État, les commissariats ont été attaqués et les armes sont sorties. Parce que ça, il faut qu'on en parle. Qu'on dise aux Bamakois, au lieu de crier chaque fois pour dire tel chef n'a pas bien sécurisé le pays, tel chef, c'est eux qui sont victimes de cette situation. Il y a, c'est ça, et la sécurisation même de nos stocks des armes pour assurer la sécurité nationale. Parce que ces magasins, aujourd'hui, ne remplissent pas les conditions standards.
ça ne les remplit pas les conditions standards. Vous savez, pour avoir accès à des magasins d'une armée nationale, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Demandez aux Français le code d'accès de l'arsenal militaire, ça change chaque élection présidentielle. Pour avoir accès à cela, le Mali en a travaillé, on a demandé à la communauté internationale de nous aider, mais on n'est pas arrivé à cela. Comment est-ce que les magasins sont sécurisés? Vous pouvez casser, et vous avez vu que chaque fois qu'il y a un mouvement dans les camps, c'est à l'intérieur des camps même qu'on casse et on sort. Et ça se retourne encore sur les forces de défense et sécurité du Mali, mais ça se retourne contre la stabilité et ça a des conséquences très néfastes sur la sécurité nationale. Et moi, je pense que c'est à ce niveau que les représentants des différents départements ministériels n'ont pas joué leur rôle. Personne ne peut accuser la société civile membre de la Commission nationale parce qu'elle joue pleinement son rôle. Alors, madame, vous disiez dans vos propos que le circuit est bien connu. Personne ne veut vous accuser. Mais vous, en tant qu'organisation de la société civile, que faites-vous pour sensibiliser alors? Parce que vous savez que les armes circulent, à chaque coup d'État, les poudreurs sont attaqués. Mais est-ce que vous avez dans vos actions des sensibilisations ou des façons de faire qui peuvent aujourd'hui inciter, par exemple, un jeune du Nord aujourd'hui à comprendre un tout petit peu, j'ai une arme, c'est nocif pour la communauté, je peux aller déposer? Mais ce n'est pas seulement les jeunes du Nord qu'il faut sensibiliser. C'est juste un exemple que j'ai donné. Il faut sensibiliser aussi tout le monde. Et moi, je sais que la société civile malienne, parce que ceux qui travaillent sur la problématique des armes, vraiment, elle n'est pas nombreuse. Je crois qu'il n'y a pas plus de 3 organisations. Hein. Et quand il y a à manger et à boire, et quand la Commission nationale a beaucoup d'argent, ils peuvent faire appel à leurs camarades et leurs amis. Ça, c'est le style malien. Mais ceux qui travaillent là-dessus, qui prennent leurs plumes et leurs ordinateurs pour se rendre malades les yeux, ils font bien leur travail. Quand vous prenez la convention de la CEDEAO, ceux qui ont rédigé le projet, les acteurs maliens étaient là-dessus. Et partout et comment. C'est eux qui ont cherché les moyens pour se rendre à Dakar, c'est eux qui ont cherché leurs propres moyens pour se rendre à Accra combien de fois, pour se rendre au Nigeria combien de fois, pour se rendre en Sierra Leone combien de fois. Et c'est la société civile malienne, je me rappelle, qui a renforcé le groupe de la Côte d'Ivoire en plein conflit pour que la Côte d'Ivoire accepte d'adhérer à la Convention. Et pourquoi? C'est pour sécuriser le Mali. C'est pour sécuriser le Mali. Et aussi, à l'intérieur du pays. À un certain moment, la société civile faisait le tour des différents états-majors pour attirer leur attention sur le danger de la légèreté de la sécurité des stocks d'armes et de munitions. Et même pour que le Mali ratifie la Convention, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais quand il y a eu des réticences à ce niveau, c'est la société civile qui a cherché encore ses sous, qui a travaillé, qui est rentré chez tel général, chez le lieutenant, chez le ministre, comme des élèves pour venir leur dire voilà le bien fondé et voilà ce qui va arriver à l'armée du Mali si on ne fait pas. Et je crois que ça a porté, parce que moi, je me rappelle ce jour, j'étais à Gao, on m'a dit demain matin à 9h, il faut être devant le bureau du ministre de la Défense. On ne m'a pas donné les moyens de transport, on ne m'a pas dit aussi, voilà les moyens que tu dois prendre. J'ai juste ramassé mes affaires, j'ai pris la route. 6h du matin à Bamako, 9h devant le ministre, pour qu'on puisse avoir au moins la signature qu'on nous a caché 6 mois. On était à Accra et chaque fois le Mali était catégorie A1. Parce que catégorie A1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi a été votée, mais le décret n'a pas été signé par le président de la République. Mais il s'est trouvé que le président avait signé depuis 6 mois. On a refusé de le parce que les contingences ne se comprenaient pas. Il a fallu qu'on joue l'élève et le maître pour l'avoir, pour pouvoir donner. Ce n'est pas le président de la commission qui a envoyé à Accra, à Abuja. Mais c'est nous qu'on est allés aux affaires étrangères pour nous asseoir et dire à M. Ouedraogo, envoie à l'ambassade du Mali à Abuja tout de suite pour qu'on aille déposer au dépositaire. C'est ça le rôle que nous pouvons jouer. Maintenant, si on va ensemble comme tous les autres pays,
Ah oui, comme tous les autres pays. Parce que les autres pays de la sous-région qui sont en train d'avancer et sécuriser leur pays ont mis leur société civile au centre. Quand on a commencé à prendre les armes, qui a facilité la collecte des armes? C'est les organisations membres de la société civile. La communauté va être réticente à donner ses armes aux porteurs d'uniformes. Malheureusement, aujourd'hui, dans la Commission nationale, ce ne sont même plus les ministres. Même quand on dit au ministère, envoyez-nous des représentants, mais quand le ministère de la Communication, ses représentants, c'est le haut fonctionnaire de défense. Ce n'est pas de cela qu'on a parlé. Le ministère de l'Éducation, c'est un militaire qu'on a envoyé. Le ministère de la Femme, c'est un militaire qu'on a envoyé. Ce n'est pas de cela qu'on a parlé. Hein. C'est ceux-là qui peuvent gérer des thématiques qui nous font avancer. Merci beaucoup, madame. On rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que cette production s'inscrit dans le cadre du projet Prévention, Violence et Médias de la Fondation Hirondelle avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Monsieur Tangara, madame, je reviens vers vous. Le temps de donner la parole à monsieur Tangara. Qu'en est-il aujourd'hui des fabricants de fusils traditionnels? Parce qu'on constate que chez nous, surtout si je me base encore sur le rapport des Nations Unies, Paris le 10 juin dernier, il fait cas également des fusils traditionnels qui sont fabriqués ici, mais dès qu'on le voit, on croira que c'est des fabrications européennes. Oui, effectivement, les fabricants locaux, il y a un partenariat entre le secrétariat permanent et les fabricants d'armes. Mais la loi aussi autorise la fabrication artisanale. Mais à condition que les fabricants aussi remplissent certaines conditions, comme je vous ai dit. J'avais même oublié, comme Fatoumata l'a si bien dit. Maintenant, les visites là, hein, il faut avoir un certificat médical pour attester que voilà, la vision. Non, maintenant, les dossiers, le certificat médical aussi fait partie des pièces à fournir pour avoir le permis de port. Maintenant, pour le certificat médical, là, il y a les yeux, il y a l'audition, et puis, comme elle a si bien dit, si la personne. La moralité. Et si ses facultés aussi sont au top. Maintenant, les fabricants aussi, ils font une demande. Pour être fabricant d'armes, tu fais une demande. Et maintenant, on t'autorise à faire la fabrication artisanale. Maintenant, cette fabrication artisanale-là est limitée seulement aux fusils de chasse. Maintenant, les pistolets automatiques, la fabrication des fusils automatiques est interdite par la loi. Ça veut dire que les fabricants qui sont au niveau local là, sont autorisés à fabriquer seulement les fusils de chasse. OK? Mais est-ce que vous aviez une politique aujourd'hui avec ce que vous venez de dire? Par exemple, c'est interdit, mais vous avez quelqu'un qui ne vit que de ça. Je ne vis que de la fabrication d'armes. Et vous me dites aujourd'hui que je ne dois plus fabriquer des pistolets automatiques, c'est juste des fusils artisanaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ce département-là, qui régit un tout petit peu la prolifération des armes dans le pays, fait pour ce fabricant d'armes? Maintenant, lors de nos sensibilisations, nous demandons aussi aux fabricants, ceux qui veulent abandonner le métier, nous avons des projets de reconversion. Lesquels? Par exemple, ceux qui veulent être soudeurs. Maintenant, nous avons, même l'année dernière, nous avons, avec le département, nous avons recruté certains fabricants d'armes dans le cadre de la reconversion. Tout ça, c'est pour les appuyer dans le cadre de la reconversion, pour qu'ils puissent abandonner ce métier-là. Monsieur Maïga, notre point, c'est bien sûr le processus DDR. Et on est dedans depuis quelques années. Le processus, c'est la démobilisation, désarmement, réinsertion. Avec ce processus-là, c'est une arme contre une intégration, comme ça se dit. Est-ce que cette situation n'aggrave pas aujourd'hui ce commerce d'armes dans le pays?
Avec votre permission, avant d'aborder ça, je veux dire un mot sur ce que la question que vous appelez parce qu'il sur reste une quinzaine de minutes. Oui, parce que en fait, comme elle a dit, sur le terrain aujourd'hui, les actions de sensibilisation que nous menons à l'endroit des populations, c'est de mettre fin à la demande d'armes. Mais la question que chacun te pose aujourd'hui, nous le sensibilisons pour que les populations se retrouvent, les communautés s'organisent pour leur propre sécurité, que ce soit en ville, que ce soit sur les routes. Mais ce qui se pose aujourd'hui, au nord, quand tu dis à quelqu'un rentre en arme, il dit alors comment je vais me sécuriser? Parce qu'il y a l'insécurité. Comment je peux empêcher à quelqu'un de nous prendre en otage, de prendre mes moutons? Comment je peux aller au marché? Il y a tout ça. Donc le système de DDR, normalement, c'est une arme, une intégration. C'est vrai qu'au tout début, ça a augmenté même le commerce des armes parce que les gens vont chercher n'importe comment pour venir s'intégrer. Et comme Fatoumata l'a dit, souvent, c'est même des porteurs d'uniformes. Souvent même, le truc qui font en sorte que les armes sortent. C'est pourquoi nous, société civile, on a dit de sécuriser même le camp. Même un porteur d'uniforme qui a droit à porter l'arme, à partir du moment où tu n'es pas en service, laisse l'arme là-bas. Il y a tout ça. On a vu beaucoup d'arrestations. Souvent, il y en a même des escrocs qui portent la tenue, qui n'ont pas droit, qui se transforment en militaires, alors que c'est faux. Il y a tout ça là-dedans. Donc, c'est un système, en réalité, qui existe. Les gens vivent de ça. C'est ça la vérité. Mais nous, en tant que société civile, nous organisons les populations pour qu'elles comprennent qu'elles sont dans le système. C'est elles seules qui peuvent s'organiser, dénoncer ces gens-là qui ont les armes et puis remettre volontairement les armes pour ceux qui veulent. Sinon, aujourd'hui, la situation dans ces régions qui viennent d'être dites là, c'est que les gens savent très bien qui porte les armes. D'où viennent les armes? Tout le monde le sait. Mais est-ce que ce n'est pas parce que dans ces zones en question, notamment, comme vous l'avez dit, Tombouctou, Gao et Ménaka, ce n'est pas ce processus DDR qui favoriserait tout ça aujourd'hui? Non, ce n'est pas le processus DDR. Non, madame le journaliste, c'est un système qui existe. Mais la crise a exacerbé. Ça existe depuis longtemps, comme elle t'a dit. Mais le Mali est champion dans tout ce qui est traité, convention, même le tout dernier TCA. Le Mali est champion. Tellement on est normal, la société civile se bat. On le dit ici à votre micro et fort. On n'est pas nombreux, comme elle a dit. Dans ce domaine, on est 3, pas plus. Et 3 qui, au niveau de la région, au niveau de la sous-région, de l'espace CEDEAO et même ailleurs, nous faisons la fierté du Mali dans ce domaine de lutte contre la prolifération des armes légères. Mais la réalité, c'est que depuis la crise, on vit un système asymétrique où les armes circulent. Dans ces 3 zones-là que les Nations Unies ont citées, ce n'est pas là-bas seulement, mais ce qu'il y a, c'est que le caractère asymétrique s'est trop développé. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux riches. Il y a des gens aujourd'hui qu'on voit qui sont devenus riches subitement, qui n'avaient rien. Ben, écoutez, il faut quand même que les gens vivent et que les gens ne dénoncent pas. C'est vrai, hein? Ça, c'est une réalité. Les gens te disent, mais au niveau national, il y avait un commandant de zone à Gao. Comment il s'appelle? Quand il a organisé, je ne sais pas, un truc, il a imaginé une nuit, il est sorti dans Gaoville. Mais ce qu'il a sorti, c'est extraordinaire. Mais les gens le savaient, on ne le dit pas. C'est pourquoi dans ces régions-là, les trafiquants, les terroristes, les vendeurs d'armes, la fraude, tout est développé là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on sait très bien, il faut qu'on combatte. Nous, on ne peut pas, nous, on ne peut aller que regrouper les gens, leur dire, bon, faites attention, on vous coupe les routes, vous ne partez pas au marché, mais organisez-vous. Non, on fait des rencontres comme ça. Et aujourd'hui, les gens en ont rendu, Jacques, les gens en ont rendu, il n'y a pas très longtemps. Ils ont compris, ils ont rendu. C'est ce que nous, on peut faire. On peut leur dire, faites attention. Le système qui sévit aujourd'hui, c'est un système où c'est vous qui allez vous sécuriser. Donc, ceux qui sont à l'intérieur des communautés, qui dorment toute la journée et la nuit, on ne les voit pas, le lendemain matin, ils se rendent en famille avec des 4x4, avec des trucs, mais eux là, mais où est-ce qu'ils enlèvent ça? Mais si tout le monde se tait autour de ça, où est-ce qu'on va? On sait très bien qu'il n'a rien, il ne fout rien. Mais du jour au lendemain, on le voit, il a des 4x4, il a tout, mais c'est quoi? Mais il faut le dénoncer. Mais c'est clair. C'est pourquoi nous, souvent, on dit, il y a des thèmes où on dit chacun de nous est acteur de sécurité du village. Ou bien on dit les influenceurs ou bien les indicateurs des terroristes sont parmi nous. On le dit, on développe ça avec les populations. Ou bien, la dernière fois, c'était tout près. Je t'ai dit, le Razalawa a organisé une rencontre avec 15 chefs de village et 15 chefs de fraction à Tinauker.
Tinauker, c'est où dans le pays? Tinauker, c'est exactement. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais je te dis qu'il y a des Touaregs qui ont pleuré. Parce qu'ils te disent, ah moi je suis de Magnadoé, je suis de Hamokuladi, je suis de Tacharan, je suis parce que ça fait 15, ils disent ça fait plus de 15 ans qu'ils n'osent pas s'aventurer. Mais quand ils se sont rencontrés, ils ont parlé, ils ont compris, et ils ont commencé à citer les gens et les voies, comme elle l'a dit, où les gens la passent avec les armes. Et ils se sont retrouvés aujourd'hui, ils ont créé leur truc à eux, ils sécurisent leur espace. C'est ce que nous on peut faire. Nous, on ne peut que faire ça. Les divas, attention, retrouvez-vous. Et ils savent très bien qui vole, qui ne vole pas, qui attaque, qui n'attaque pas. Eux, ils le savent entre eux. Mais personne n'ose le dire. Alors, Madame Maïga, personne n'ose le dire, mais partagez-vous déjà cette idée qu'il vient d'avancer, que c'est la crise sécuritaire dont on vit aujourd'hui, qui favorise aujourd'hui la propagation de ces armes-là dans nos villes? Merci bien, Madame Maïga. La crise sécuritaire a exacerbé. Approchez-vous un tout petit peu. La crise sécuritaire a exacerbé. Mais moi, je continue à accuser et le gouvernement du Mali, et la CEDEAO et la communauté internationale. Pourquoi? Le gouvernement du Mali, parce que en avril 1992, le gouvernement a signé le pacte national. Et ce pacte national a consacré le retrait de 50% du dispositif militaire et administratif des régions du Nord. Ça veut dire qu'ils ont laissé une grande partie du Mali vide, sans sécurité, sans aucune emprise nationale. Ça me fait marrer quand j'entends les gens à Bamako dire « Nous voulons notre territoire », un territoire que vous avez abandonné. Ça me fait rire quand les gens disent « Nous voulons avoir la même mise sur nos 1 241 000 km². » Qu'ils aillent lire. Vous pouvez, aussitôt que vous redéployez le dispositif administratif et militaire, ça veut dire que vous renoncez à votre souveraineté sur cette partie du pays. Ça, c'est un. Donc, c'est devenu un no-man's land. Tout le monde vient faire ce qu'il veut là-bas. Le Mali, quand même, est membre de la CEDEAO. Si l'Algérie n'est pas membre de la CEDEAO, si la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, le Niger est membre de la CEDEAO. Pourquoi ces armes traversent le Niger pour rentrer au Mali? Ça veut dire que quelque part, la convention et les engagements au niveau de la sous-région n'ont pas été respectés par certains pays. J'ai cité la Guinée, j'ai cité, même ça rentre même par le Sénégal, s'il vous plaît. Ça les irrite souvent. Vous savez, il y a eu des caisses de munitions qui ont été prises ici. Comme la communauté l'exige maintenant, il y a quand même des estampilles. Et c'est venu des stocks de la gendarmerie sénégalaise. Ça a énervé les Sénégalais, mais quand même ça a été retrouvé au Mali. Mais voilà, madame, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les États ne s'entraident pas? Justement, moi je n'ai vu ça qu'en Afrique. Justement, si vous voyez que l'Afrique a des difficultés à se stabiliser, c'est que sur le leadership politique, on a des problèmes. La déclaration de Bamako, qui a été l'outil de travail des Nations Unies pour élaborer le plan d'action, a été élaboré ici à Bamako. Certains pays africains ont refusé de se reconnaître là-dedans. Je pourrais en citer l'Égypte, je pourrais en citer l'Algérie. Ils ont purement et simplement refusé. Et je me rappelle que ce jour-là, c'est le Nigeria qui a soutenu la société civile malienne, parce que le Mali est un pays hôte, ne pouvait pas exiger que sa société civile soit là. Les gens étaient là pour eux. Et aussi, malheureusement, les Nations Unies n'ont pas un document de mécanisme de contrôle des armes en Afrique. Et c'est pour ça que leur projet, faire taire les armes, d'abord ils ont dit 2023, maintenant on nous parle de 2030, ça va arriver où? Sans un mécanisme régional, ça n'ira nulle part. Maintenant, les Nations Unies nous disent que le Sahel est infesté d'armes. Qu'est-ce qu'ils apportent pour que le Sahel soit sécurisé? Qu'est-ce qu'ils apportent? Quand vous partez dans les régions qui viennent d'être citées, quand vous partez dans la région du Gao, que je connais bien, et Menaka. Alors, rapidement, parce qu'on me dit qu'il reste 5 petites minutes avant de clore cette émission. Vous voyez les Soudanais, le Soudan est très loin du Mali, là.
avec des armes, ils terrorisent les gens. Alors, madame, on va vous laisser la parole. Voilà la situation, elle est là. Vous venez de la décrire tout au long de cette émission. Comment venir alors à bout de cette prolifération et de cette vente des armes? Quelle stratégie rapide mettre en place aujourd'hui? Un engagement politique régional et le respect des textes auxquels la région a souscrit. Il faut que les chefs d'État CEDEAO sortent de cette vision politique institutionnelle et qu'ils retournent à la sécurisation de la région. Voilà. Un engagement fort, respect des textes, est-ce que cela suffit réellement, M. Amadou Maïga? Oui, cet engagement doit être soutenu par l'engagement citoyen. Le citoyen est au cœur de tout ça. À partir de l'instant où on arrive à convaincre l'homme pour qu'il renonce aux armes, et ça c'est pas seulement les citoyens, c'est aussi la politique. Il faut qu'il y ait des politiques fortes. Au Mali, les politiques ne soutiennent pas la lutte contre la prolifération des armes légères. Non. Ailleurs, nous, on a vu, pour le TCA, on a fait les 15 pays. Mais au Mali, non. On ne soutient pas. Il faut un soutien politique et il faut que les sociétés civiles soient là. Nous, on lance le défi. Il n'y a pas une société civile ici, au Mali, et même dans l'espace CEDEAO, qui maîtrise ce sujet plus que nous. Il n'y en a pas. Et dans les 15 pays, il n'y a pas une société civile qui maîtrise ce sujet. Sur le terrain, on est sur le terrain, là. Les trois frontières. Mais est-ce que ce n'est pas dû à ce que la problématique n'est pas assez expliquée par l'autorité et les autorités également du pays? Les autorités, non. Le secrétariat fait ce qu'il peut. La politique, les partis politiques maliens ne font pas de la sécurité leur problème. Aucun projet de société, tu ne vois aucun parti politique au Mali qui est dans son projet de société à sécurisation du pays. Il n'y en a pas. Je les mets au défi. Elle est là et on est là. Hein. Je ne vois pas de parti. Il n'y en a pas. Alors que ça doit être inscrit dans les projets de société, dans les PDSEC, pour qu'à partir des villages, à partir des communes, on sensibilise les gens pour que chacun fasse de ça son affaire. Chaque citoyen doit faire de la lutte contre la prolifération illicite des armes légères son problème. Quand la commune est sécurisée, si le maire, les conseillers, les chefs de village, tout le monde fait de ça son problème, mais il n'y aura plus d'armes. Lorsqu'on voit une arme avec quelqu'un, on te dénonce. Non, arrête. Il faut arrêter. Il faut voir son père, il faut l'informer. Mais si tout le monde est impliqué, ça va finir. Mais si chacun est complice, ce caractère asymétrique, il y en a qui vivent de ça. Il y en a qui font de ça un commerce d'armes. Sinon, la société civile malienne, là, dans l'espace CEDEAO, la même mondiale, là, elle est connue. Et la preuve, c'est qu'on est premier en tout. Même le TCA qui fait aujourd'hui. Mais c'est nous qui avons fait la campagne. Le Mali a été le deuxième pays à ratifier. Deuxième pays au niveau mondial. Merci beaucoup, Amadou Maïga. La dernière question sera pour vous, Jacques Tangara. Il vient de dire qu'il faut l'implication de tous. Chaque citoyen doit dénoncer. Est-ce que cela suffit seulement à venir à bout de cette vente et commerce illicite des armes dans le pays? Avec l'engagement de tout un chacun, je pense que le défi sera relevé. Mais est-ce qu'au niveau de votre structure, déjà, vous avez des limites dans votre travail sur le terrain? Oui, nous avons des problèmes au niveau, sur le terrain, nous avons des problèmes financiers. Et puis, souvent, nous avons besoin de certaines informations. Mais la population est réticente. C'est pourquoi je dis qu'on a besoin de tout un chacun. Nous avons besoin de la population pour nous accompagner dans cette lutte-là, pour qu'on puisse sécuriser le pays. Merci beaucoup et c'est sur vos mots que va prendre fin cette émission du Grand Dialogue. Nous avons besoin de l'appui de tous et toute la population est concernée pour venir à bout de cette vente et commerce illicite d'armes dans le pays. Et nos invités ont été unanimes que cette vente d'armes concerne tout le pays. Ce n'est pas qu'uniquement les régions du Nord, notamment Tombouctou, Gao et Kidal, et que l'insécurité également est un facteur qui favorise cette situation. Grand merci à nos invités, Jacques Tangara du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres, Fatoumata Maïga, présidente de l'ONG Femmes pour les initiatives de paix, AFIP, Amadou Maïga, président du réseau d'action pour les armes légères dans le pays. À la régie son et vidéo, nous avons Salim Diouara et Adjaratou Traoré. Je suis Mariam Maïga pour la modération de cette émission. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, merci pour votre fidélité et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.
Niger.